vous êtes très déçus. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Oui. Très rapidement, avant de vous parler du Caucase, je voulais vous remercier. Chaleureusement, je voulais remercier M. Bissmen pour cette invitation. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi c'est passionnant d'être ici, d'observer, d'écouter, d'applaudir Jacques, d'introniser Irène, voilà, alors que je ne suis pas du tout membre du Rotary, mais c'est vrai que c'est la famille, on sent. Voilà. Et puis j'ai été très touchée, alors outre le fait qu'on est nourri merveilleusement, je crois que je suis protéinée là pour les 3 semaines. Mon mari, à un moment donné, a produit de la viande de vache en Wallonie, puisque son frère est agriculteur et donc produit de la viande bio de Limousine. Donc voilà. Mon mari a eu plusieurs vies professionnelles et à un moment donné, il était à la ferme en train de travailler. Donc je lui dirais que j'ai mangé une côte à l'os. Ce qui m'a beaucoup. Je voudrais remercier Cécilia aussi qui n'est pas là, mais qui a été vraiment très patiente avec moi parce que je suis une très mauvaise élève. J'ai envoyé les quelques cartes que je vais vous montrer. Je les ai envoyées un petit peu tard aujourd'hui parce que en fait, je sors d'un accident de la jambe et tout a été très très retardé dans mon travail. Alors, voilà, j'espère que M. Bissmen et Cécilia n'ont pas à un moment donné crisé parce que j'ai été un petit peu longue parfois dans mes réponses et la présentation, je l'ai envoyée seulement aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle, alors voilà, vous lui direz que j'étais très touchée parce qu'elle m'a demandé si j'avais des interdits alimentaires et je lui ai dit que j'aimais tout sauf les asperges en boîte. Et j'adore les asperges pas en boîte. Et là, il y avait des asperges en boîte. La dernière chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que vous avez parlé d'autisme et de handicap mental. Et je vous parle un tout petit peu de ma vie en 2 secondes, puis après on parle du Caucase, c'est promis. Mais avec mon mari, nous avons accueilli comme famille d'accueil 2 bébés que nous avons adoptés et l'une d'elles a de l'autisme et un handicap mental et ça m'a beaucoup touchée que vous soyez actifs dans la bienveillance et dans l'aide pour ces personnes-là qui ont une vie à part entière et leur vie compte. Chaque vie compte et ce sont des personnes qui sont passionnantes et qui peuvent vraiment nous montrer le chemin. Et la toute dernière chose, c'est Angélique. C'est-à-dire que je suis vraiment très touchée de voir ici une de mes anciennes étudiantes. Parce que je ne savais pas, enfin j'ai reçu un petit mail il y a quelques temps, mais je ne savais pas que voilà, il y aurait ces croix. Alors voilà, au regard du fait que j'ai été blessée pendant plusieurs mois et que je suis un peu en retard, je vous demande à l'avance d'excuser s'il y a des choses un petit peu improvisées. Ce que je voudrais en fait vous raconter aujourd'hui, puisque voilà, vous m'avez sollicité spécifiquement sur le Caucase, non pas sur l'Ukraine, mais sur le Caucase. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans un premier temps sur le Caucase du Nord, sur le conflit tchétchène, et ensuite sur les conflits du Caucase du Sud, à travers une recherche sur les questions de trajectoire combattante et de retour des anciens combattants à la vie civile, et puis maintenant sur les questions de mémoire, et également sur ce que la guerre fait aux sociétés, dans l'espace post-soviétique et en particulier au Caucase. Et donc je vais essayer un petit peu de retracer un certain nombre de dynamiques à travers une question qui traverse l'ensemble des questionnements, c'est-à-dire au fond la question d'empire. Puisqu'il me semble que si nous n'avons pas en tête la question de l'héritage impérial et la façon dont se croisent l'héritage impérial tsariste et l'héritage soviétique, nous avons beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe au Caucase, les ressorts des conflits. Et alors, M. Bissmen, vous avez parlé de la paix, et évidemment, ça nous pose la question aussi de qu'est-ce qui fait qu'il y a conflit et qu'est-ce qui parfois empêche de trouver les clés d'une paix juste et durable. Et je trouve que ce qui est assez intéressant, et notamment en ce moment, et en particulier depuis le 24 février 2022, avec l'invasion massive de l'Ukraine, on entend souvent parler de pacifisme versus des sans-battre en guerre. Et en fait, il me semble qu'on ne réfléchit pas assez à la question de la nature et de la qualité de la paix quand on parle de pacifisme ou de négociation immédiate.
C'est-à-dire qu'au fond, il me semble que la vraie paix est la paix juste et durable. Et donc, ce que je vais essayer un petit peu d'éclairer aujourd'hui, alors encore une fois, 20 minutes, ce sera un apéritif, mais après, je pourrais vous envoyer des bibliographies longues, comme plusieurs pages d'ouvrage. La question en fait de cette paix introuvable et la question de l'impact des conflits sur les sociétés, voilà, je vais essayer un petit peu d'aborder ces questions. Alors très très rapidement, quand je dis qu'on a une histoire d'empire, voilà, on a une histoire d'empire sur le temps long. Alors il fut un temps où c'était en quelque sorte la mode d'être un empire, hein, et donc la Russie n'était pas une exception. Aujourd'hui, en 2024, les questions de pulsion impériale, on pourrait dire de compulsion de répétition dans cette pulsion impériale, dans ce néo-impérialisme, sont particulièrement vives dans le cas russe, alors qu'on a quand même, au fil du XXe siècle, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, observé que d'autres grands empires acceptaient le processus de la décolonisation. Avec bien sûr des chocs, avec bien sûr non sans heurts, bien évidemment, non sans difficultés et non sans écueils à travers les nouvelles indépendances et les relations entre l'ancienne métropole et les anciennes colonies, mais malgré tout, la décolonisation s'est produite en grande partie sur le continent africain, elle s'était produite en amont sur le continent sud-américain, enfin, voilà. Et la question russe, elle reste à mes yeux une question d'empire. Donc, j'entre au Caucase à travers la question russe, et vous voyez ici le Caucase, vous voyez, il est entre deux mers, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Donc, au regard ou à l'échelle de l'immensité du territoire de l'Empire tsariste et de ce qu'est l'Union soviétique après l'effondrement de l'Empire tsariste, hein, on voit bien, c'est vraiment tout le territoire qu'on voit devant nous, en fait, là où il y a des couleurs, des dates et des noms propres, c'est ce qui va constituer l'Union soviétique entre 1922 et 1991. Et c'est ce qui a constitué l'Empire tsariste jusqu'en 1917, jusqu'à son effondrement, si l'on excepte bien sûr la question polonaise et la question finlandaise qui ne se retrouvent pas à l'intérieur de l'Union soviétique. C'est la seule nuance en quelque sorte entre l'avant 1917 et l'après 1945, parce qu'entre 1917 et 1945, il y a un certain nombre de processus sur lesquels on ne reviendra pas, mais qui font que l'Union soviétique n'est pas à son acmé territorial avant 1945, en quelque sorte. Donc, alors, entre la mer Noire et la mer Caspienne, et on voit bien que cette histoire d'empire aussi, elle se joue sur une question de confrontation entre l'Empire ottoman, l'Empire perse et l'Empire russe. Et alors, vous voyez, ça pourrait paraître vraiment comme un tout petit confetti, le Caucase, entre ces deux mers, au regard de l'immensité de l'Empire. Et c'est vrai qu'en termes territorial, ça reste très limité, mais en termes de population, de démographie, et en termes, on pourrait dire, de concentration d'enjeux, et d'enjeux conflictuels, et d'enjeux justement, alors vous avez évoqué les questions d'empires successifs et d'invasion, et puis il y a la question purement coloniale, c'est-à-dire la question de la conquête par la Russie et des guerres russo-ottomanes ou russo-perses, au travers desquelles, et notamment au travers des victoires russes, en particulier au XIXe siècle, accélèrent en quelque sorte l'intégration du Caucase dans l'ensemble russe, en quelque sorte, ou sous domination russe, puis soviétique. Alors, comme il faut aller vite, je vais vite, mais j'ai un cours de 24 heures sur le Caucase à l'ULB que Angélique a suivi, et donc à l'ULB, en général, je passe 4 heures à poser cette question d'histoire. La question de la colonisation, la question de la diversité des peuples, la question des langues, la question des religions et la question de la confrontation du fait de la guerre de conquête, notamment la Grande Guerre. Pour simplement rappeler que derrière cette sorte de map monochrome, hein, cette couleur pourpre de l'Union soviétique, eh bien, on a une multitude de peuples. Et pas seulement au Caucase, mais dans l'ensemble, en fait, de ce territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette question de la colonisation et de la décolonisation, à l'épreuve de l'invasion massive de l'Ukraine, elle est en train de revenir aussi en boomerang sur ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, puisque la Russie, et si on vient à la carte ici,
Elle s'est constituée aussi par une forme de colonisation aussi de l'intérieur vers l'Est, à travers la façon d'annexer ou d'intégrer les territoires les uns après les autres. Donc pas seulement vers le sud avec le Caucase et l'Asie centrale dont on voit les dates, en particulier au XIXe siècle, hein, vous voyez 1830, 1813, etc. On a des listes de traités de paix contre les Ottomans ou contre les Perses qui se soldent à chaque fois par le fait de manger, de récupérer un petit morceau de Caucase en plus que l'Empire ottoman lorsqu'il est vaincu ou l'armée perse lorsqu'elle est vaincue par, à l'époque, Saint-Pétersbourg, hein, donne à l'Empire tsariste. C'est comme ça que le Caucase se retrouve donc sous la tutelle russe puis soviétique. Oh pardon, je me suis trompée de flèche. Et donc ensuite, sous l'Union soviétique, on a la guerre froide, comme vous le savez, et avec donc un discours qui est produit par le pouvoir soviétique d'une homogénéité à travers cette question, à la fois de la question socio-économique, marxiste-léniniste, et aussi de la question de la puissance qui réactive du coup cette question de l'Empire. Et ce qui est très important, c'est que finalement la question de la domination sur les petits peuples et sur les peuples conquis à l'époque tsariste, cette question de la domination, elle transcende les changements de régime. Elle transcende le passage de l'Empire tsariste à l'Union soviétique, donc 1917-1922 qui est la création officielle de l'Union soviétique, mais elle transcende aussi la question, la scansion de changement de régime entre l'Union soviétique et la Russie post-soviétique. Et ça, c'est évidemment très important. Alors, là encore quelques rappels. Sur la conquête à gauche, sur la carte de gauche, on voit vraiment vert, rouge, jaune, les trois empires qui se disputent cette région du Caucase extrêmement riche et diverse sur le plan linguistique, ethnique, et sur la façon aussi dont l'Empire s'appuie, comme tout empire, s'appuie sur certains peuples pour en conquérir d'autres. Donc il y a vraiment aussi ce rapport différencié aux peuples soumis. Et certains qui acceptent volontiers l'intégration dans l'Empire, hein, notamment les Ossètes par exemple, vous les voyez au centre du Caucase du Nord, juste à l'ouest de Grozny et de ce qui deviendra la Tchétchéno-Ingouchie. Et puis vous avez des peuples qui résistent davantage à la conquête, comme les Tchétchènes au XIXe siècle, comme également les peuples de l'Ouest, du Caucase de l'Ouest, qui vont résister très longtemps. Donc dans mon cours de 24 heures, je montre en longueur des photos de l'imam Jamil, des tsars, je chante des chansons pour montrer comment les écrivains russes envoyés au Caucase au XIXe siècle ont aussi saisi une sorte de cet imaginaire des montagnes. Vous avez bien rappelé que c'est le point culminant de l'Europe, l'Elbrus, plus de 5000 mètres, donc qui est plus haut que le Mont Blanc et qui est sur le continent européen en termes géographiques, et d'ailleurs l'ensemble du Caucase en fait. Alors plus le Caucase du Nord depuis que la Russie a quitté le Conseil de l'Europe en 2022 après l'invasion massive de l'Ukraine, mais les trois États du Caucase du Sud que l'on trouve sur la carte de droite, donc la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, ces trois États sont au Conseil de l'Europe. C'est-à-dire que géographiquement, on inclut véritablement ces montagnes, ces territoires dans l'Europe au sens large. Et les trois États indépendants, donc Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, ont intégré le Conseil de l'Europe à la fin des années 90. Alors justement, je balaye le plus rapidement possible. Quels sont les enjeux des conflits qui éclatent au moment de l'effondrement de l'Union soviétique? Alors, j'ai mis une carte. Alors, cette carte date un petit peu, donc je vais revenir bien évidemment à la question arménienne et la question du Haut-Karabakh. Et j'ai bien mentionné au-dessus, alors je ne suis pas très douée techniquement, donc, mais ce qui a écrit les conflits des années 90-2000, ça désigne la carte de droite. Voilà. Et la conquête du Caucase désigne la carte de gauche. Et ce qu'il faut bien essayer de comprendre, en fait, c'est le pourquoi de tous ces conflits. Alors, très rapidement là encore, les conflits éclatent à la fin des années 1980, au début des années 1990, donc à la charnière de la fin de l'Union soviétique et de l'émergence des nouveaux États indépendants. Pourquoi ? Il y a un facteur qui catalyse l'expression de certains ressentiments
c'est un facteur en fait, de libéralisation politique, d'ouverture, c'est-à-dire c'est la perestroïka de Gorbatchev, qui, en donnant la parole, en soulevant le couvercle, après des décennies et des décennies de pouvoir soviétique, donc durant lesquelles la libre parole était impossible, le mensonge était imposé, le bâillonnement dans les universités, en fait, il faut le dire tel qu'on mentait sur l'histoire de la colonisation, sur l'histoire du Caucase. Les professeurs étaient obligés, alors parfois ils essayaient de ne pas mentir, alors ils choisissaient des objets qui étaient moins sensibles politiquement, eu égard au pouvoir, au Parti communiste local et au Politburo à Moscou. Mais quand on était historien, par exemple, et professeur d'histoire, si on ne voulait pas perdre son poste, on était obligé de dire des choses que le régime nous obligeait à dire. Et c'est ce que je dis aux étudiants chaque année. Je leur dis, par exemple, à l'université de Grozny en Tchétchéno-Ingouchie, à l'époque soviétique, dans les années 1980, avant l'arrivée de Gorbatchev, au début des années 80, par exemple 1982, eh bien, les professeurs d'histoire devaient engager leurs étudiants et en quelque sorte les forcer, enfin en tout cas leur donner l'injonction de sortir dans la rue pour faire semblant de célébrer ce qu'ils considéraient comme l'entrée volontaire des Tchétchènes dans l'Empire tsariste 200 ans avant, en 1782, en prenant comme prétexte un accord très ponctuel qui effectivement avait eu lieu dans l'histoire entre un village tchétchène et le pouvoir tsariste, relié par des campements cosaques, des stanitsa cosaques, et qui avait acté de façon très ponctuelle un moment de rapprochement. Mais 1782, eh bien après, il y a tout le 19e siècle, et là c'est une confrontation sanglante entre l'armée tsariste et des combattants des montagnes, et notamment des Tchétchènes, mais pas seulement, qui résistent, avec du coup une société, une population qui est divisée par deux. Et donc, une mémoire collective dans les familles sur l'extermination partielle d'un peuple qui reste et qui est transmise de génération en génération par, alors de façon discrète, parce que là encore il y avait la peur à l'époque soviétique, mais cette mémoire, elle traverse les générations, elle est transmise oralement. Donc en fait, l'histoire était méconnue, peu connue, parfois cachée parce qu'on ne pouvait pas la dire dans sa vérité. Et on sait aussi que si on transpose, si vous allez au musée de Tervuren, on voit effectivement comment s'est passée la colonisation, la décolonisation. Il y a encore et encore des recherches qui sont menées, et c'est pas fini, pour faire l'entièreté de la vérité sur tout ce qui s'est passé, etc. On a évidemment les mêmes questionnements dans le cas de la Russie et du Caucase, où il faudra encore beaucoup de travaux d'historiens pour éclairer, élucider le plus possible des complexités de cette situation. Mais toujours est-il qu'au moment de la perestroïka, qu'est-ce qui se passe? Gorbatchev donc, arrive au pouvoir en Union soviétique avec un certain nombre de constats sur l'essoufflement du système, sur la fatigue généralisée du pays en quelque sorte, c'est-à-dire un pays qui s'essouffle parce qu'il soutient à bout de bras finalement ses petites sœurs ou ses petits frères marxistes-léninistes sur la planète dans le contexte de la guerre froide. Ça lui coûte beaucoup en ressources humaines, en moyens matériels, en armement, en aide de toutes sortes, et qui constate aussi que la société soviétique n'est pas dans un engouement pour construire ce communisme prétendument réalisé, etc., etc. Qu'il y a un divorce entre la société et le pouvoir. Et donc Gorbatchev ouvre les fenêtres, ouvre les portes et laisse les historiens, les intellectuels, les chercheurs, les écrivains, les philologues, les poètes commencer à écrire cette histoire. Et effectivement, cela fait qu'émergent un certain nombre de revendications. Alors j'ai parlé des Tchétchènes, je peux continuer à prendre ce cas-là, on peut prendre d'autres cas également. Alors, encore je continue un petit peu sur la question tchétchène parce qu'elle est emblématique. Mais à ce moment-là, des familles commencent à dire plus ouvertement, à parler par exemple de la déportation de 1944. Sous Staline, plusieurs peuples ont été déportés massivement, dont plusieurs du Caucase. Les Karatchaïs, les Balkars, les Ingouches, les Tchétchènes, et c'était tabou. On ne pouvait pas en parler jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev.
parce que les peuples qui avaient été déportés étaient considérés comme des ennemis du peuple soviétique, et donc ils portaient une honte, et ils devaient cacher ce stigmate. Sous Gorbatchev, on peut commencer à exhumer les questions historiques, sensibles et douloureuses. Et cela fait que, dans le cas de la Tchétchénie, il y a à la fois cette mémoire de la guerre de conquête du XIXe siècle et la question de la déportation en 1944. Ça fait deux traumatismes énormes et qui sont mobilisés par des élites indépendantistes pour dire, regardez, sous la domination russe / russo-soviétique, nous avons énormément souffert. Nous ne voulons plus vivre sous cette domination. Et ça donne lieu à une déclaration d'indépendance, et ça donne lieu à une crispation de Moscou. Et 3 ans après la déclaration d'indépendance tchétchène en 1991, ça donne lieu à une première guerre d'une extrême violence qui donnera lieu à des dizaines de milliers de morts, puis à un entre-deux-guerres extrêmement chaotique entre 1996 et 1999, et ensuite à une deuxième guerre sous Vladimir Poutine qui durera une dizaine d'années et qui sera à nouveau extrêmement violente et se soldera par une répression et le retour finalement officiel de la Tchétchénie au sein de la Fédération russe. Vous voyez la ligne noire, elle est fine, mais on la voit en pointillé plus sur la carte de gauche. En fait, cette ligne qui matérialise la barrière montagneuse, elle matérialise aussi la frontière entre d'une part la Russie au nord, donc qui inclut une partie du Caucase, et une petite ribambelle comme ça de territoires non russes, mais qui font partie de la Fédération de Russie, donc l'Ossétie du Nord, le Daghestan, la Kabardino-Balkarie, la Karatchaïévo-Tcherkessie, les Adigés. Et au sud de cette ligne noire, les territoires colorés, ce sont les 3 États qui sont devenus indépendants. Après l'effondrement de l'Union soviétique, 15 États, 15 républiques qui étaient constitutives de l'Union soviétique sont devenus des États indépendants. Donc l'Ukraine, la Moldavie, le Bélarus, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, et les 3 républiques baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie, et la Russie. Ça fait 15. Donc pas 14, pas 16, mais bien 15. Et le Caucase, donc, en fait, rassemble 3 États indépendants au sud, et puis une ribambelle de petits territoires au nord, mais qui sont en Russie. Donc il y a une différence de statut, et les territoires qui sont donc en Russie, dont la Tchétchénie, ne sont pas reconnus par la communauté internationale. En revanche, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie sont reconnus par la communauté internationale comme des États indépendants. Alors, le conflit tchétchène, un conflit colonial vraiment typique, si je puis dire. Dans le cas des conflits du Caucase du Sud, on retrouve des mécanismes du même type, c'est-à-dire dans le cadre de la parade des souverainetés, revendication d'une histoire singulière, exhumation de ressentiments ou de souffrances passées, de crimes subis, de discrimination. Alors là encore, on n'aura pas le temps de singulariser tous les cas, mais je vous donne la lecture générale sur les grandes tendances, et puis après je vous enverrai la bibliographie pour garnir un petit peu tout cela de cas très précis. Dans le cas de la Géorgie et dans le cas de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, qu'est-ce qu'on voit comme ligne et comme tendance, disons, générique? On retrouve ça, c'est-à-dire une parade des souverainetés qui se décline à plusieurs niveaux. Je vous ai dit que les niveaux de statut étaient différents entre les républiques de l'Union, je ne sais pas s'il y a des russophones parmi vous, mais Soyouzne Respubliki, donc les 15, qui avaient eu droit à l'indépendance après l'effondrement de l'Union soviétique. À l'intérieur de l'Union soviétique, elles avaient un statut le plus haut qui existe, et des territoires inférieurs qui étaient encastrés dans ces républiques de l'Union, mais qui étaient d'un groupe ethnique différent. Et ça nous renvoie, et là encore, ça nous renvoie aux 4 premières heures du cours sur la question du ça nous renvoie à la façon dont le pouvoir bolchevique puis stalinien a conçu ce qu'on a appelé la politique soviétique de nationalité, en disant, pour le dire très massivement et de façon très rapide, la question nationale au sens ethnique, culturel, identitaire, c'est bourgeois, ça ne fait pas partie du projet soviétique, c'est de la superstructure, c'est de la coquetterie, ça n'a pas de sens.
Ce qui compte, c'est la question de la lutte des classes, alors voilà, la vulgate marxiste, donc avec la question de la lutte entre ceux qui sont la force de production et ceux qui possèdent les moyens de production, vous connaissez tout ça. Et donc c'était ça qui devait résoudre en fait la question de l'émancipation, comme vous le savez, dans le projet soviétique. Mais en réalité, la question linguistique, la question identitaire, la question nationale au sens ethnique, elle était indissociable des êtres humains, et surtout quand il y avait eu des colonisations extrêmement violentes. Donc à un moment donné, les soviétiques ont dit, bon, ok, on ne peut pas nier ça, et il faut en plus qu'on soit acclamé par les marches de l'Empire, parce qu'on veut les garder dans l'Union soviétique, donc on va essayer de les flatter, et on va flatter leur singularité. Vous êtes tchétchène, vous êtes ingouche, vous êtes tatar, vous êtes bashkir, vous êtes ouzbek, vous êtes juif, parce que juif était aussi une nationalité, etc., etc., etc. Et on va folkloriser en imposant le projet marxiste-léniniste, mais en acceptant une coloration ethnique. Et alors, on imprime des manuels de marxisme-léninisme en langue ingouche, tchétchène, arménienne, géorgienne, etc. Et donc, en fait, au moment de la parade de souveraineté sous Gorbatchev, quand les républiques de l'Union commencent à dire on veut l'indépendance, les Arméniens, les Géorgiens, les Ukrainiens, les Biélorusses, bien évidemment les Lettons, les Lituaniens, enfin finalement cette espèce d'aspiration à la souveraineté, parce que le mot souveraineté était vraiment un mot central dans ces mobilisations, eh bien les mouvements de peuples qui sont encastrés à l'intérieur et qui avaient été encastrés précisément par la politique soviétique de nationalité pour empêcher des nationalismes ethniques de se structurer. Donc on avait mis l'Abkhazie, que vous voyez en orange, à l'intérieur de la République soviétique de Géorgie. On avait mis, alors c'est le pouvoir soviétique, l'Ossétie du Sud à l'intérieur de la République de l'Union géorgienne. Tandis qu'on mettait l'Ossétie du Nord, alors c'est petit, mais si vous zoomez, vous verrez, qui est le territoire juste au nord, mais de l'autre côté de la montagne. Enfin, il y a un col, et puis on arrive du côté russe, en quelque sorte. Eh bien, on coupe en deux le territoire des Ossètes. Le régime soviétique, et notamment dans les années 30, a découpé, a cassé des peuples en plusieurs territoires pour diviser, en fait, pour empêcher des nationalismes de se consolider. Et au moment de la perestroïka, eh bien, tout ce ressentiment réémerge en quelque sorte. Et donc, lorsque les Géorgiens, dans les années 80, demandent à sortir de l'Union soviétique, eh bien, les Abkhazes et les Ossètes du Sud, ils ont peur. Ils disent, oui, mais alors, il y a un nationalisme géorgien. Et nous sommes à l'intérieur de la Géorgie, comme des poupées russes, en fait, qui sont emboîtées les unes dans les autres, enfin, pas russes, justement, mais, eh bien, qu'allons-nous devenir quand la Géorgie va devenir indépendante? Et donc, cette parade des souverainetés, elle se décline aussi au niveau de l'Abkhazie, elle se décline au niveau de l'Ossétie du Sud, elle se décline aussi au niveau du Haut-Karabakh, qui est donc ici. Voilà. C'était une région dite autonome, là encore d'un niveau inférieur au niveau des républiques de l'Union, qui était quasi totalement peuplée d'Arméniens dans les années 1920. Vous avez parlé tout à l'heure du centenaire de Chicago, etc. De la création du Rotary, on se comprend. Eh bien, le Haut-Karabakh, qui est une terre historiquement peuplée d'Arméniens, avait été placé de façon arbitraire par Staline en 1921 au sein de la République soviétique d'Azerbaïdjan, qui, elle, est turcophone. Les Azéris sont turcophones, parlent une langue turcie et ont une forme de solidarité, d'alliance, et on le reverra dans le temps présent, avec la Turquie. Et donc, 1921, c'est 5 ans après le génocide des Arméniens par le comité Union et Progrès Jeunes Turcs, donc en 1915, encastrer un territoire peuplé d'Arméniens sous, même si c'est administrativement, la direction azerbaïdjanaise, c'est traumatique. 5 ans après le génocide des Arméniens par les Jeunes Turcs. Même si les Azéris n'ont pas participé au génocide
des Arméniens d'Anatolie, le génocide de 1915. Mais il y a quand même une peur, et donc c'est quelque chose qui est évidemment très violent sur le plan moral pour les Arméniens de se retrouver dans cette république d'Azerbaïdjan dans les années 1920. Et donc là encore, sous Gorbatchev, des décennies plus tard, lorsque Gorbatchev ouvre la fenêtre de la parole, eh bien les Arméniens du Haut-Karabakh, qui veut dire le jardin noir, en turc, Kara, noir, Ba en persan et en turc c'est le jardin. Alors un territoire qui est peuplé d'Arméniens mais qui a un nom en fait turc, Karabakh, et le haut, ils ont mis un préfixe en russe, Nagorno, donc un nom russe au turc pour un territoire peuplé d'Arméniens. Eh bien, ces Arméniens du Haut-Karabakh, dans les années 1986-87, expriment ce ressentiment, également cette frustration, cette tristesse, ce traumatisme, et demandent à être réunifiés avec l'Arménie qui est toute bleue. Alors que le Haut-Karabakh est donc assuré, et ça débouche sur un premier conflit à partir de 1988, avant même donc la première guerre de Tchétchénie qui elle commence en 1994. Et donc on a comme ça un premier conflit arméno-azéri qui jusqu'en 1991 est surtout un conflit entre des combattants de deux peuples différents mais à l'intérieur des frontières soviétiques, puisque l'Union soviétique existe encore à l'époque, mais ce conflit va devenir un conflit interétatique lorsque l'Arménie et l'Azerbaïdjan deviennent des États indépendants. Et regardez, 30 ans plus tard, la question reste extrêmement complexe, avec, après une victoire arménienne en 1994, qui a donné lieu à l'occupation par les forces arméniennes de territoires autour du Haut-Karabakh et au contrôle par les Arméniens du territoire proprement dit, mais qui ont du coup entraîné à ce moment-là un ressentiment côté azerbaïdjanais, et effectivement une violation du droit international des États souverains, puisque le territoire azerbaïdjanais avait 13,82% de son territoire qui était sous contrôle arménien entre 1994 et 2020, et donc l'Azerbaïdjan n'a cessé de préméditer sa revanche et la reprise, non seulement des territoires autour du Haut-Karabakh, mais également du Haut-Karabakh lui-même. C'est ce qui a été fait en septembre 2020. Si vous vous souvenez, la guerre des 44 jours, une guerre assez courte, 44 jours, très violente, et qui a abouti à la reprise partielle du Haut-Karabakh et à la reprise des 7 territoires autour que les Arméniens contrôlaient. Et cette revanche azerbaïdjanaise a été parachevée il y a... on est à quel mois? On est en juin. Il y a 10 mois. Ça fera un an le 21 septembre, c'est-à-dire dans 3 mois. C'était il y a 9 mois. Après un blocus de 10 mois, Bakou a lancé son attaque sur ce qu'il restait de présence arménienne. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait que cette carte date, mais je voulais vous la montrer. Aujourd'hui, c'est la carte que l'on voit en bas à droite, c'est-à-dire en fait, vous voyez, alors c'est écrit tout petit, mais ici, voilà, ici il y a écrit Karabakh, c'est-à-dire en fait c'est la région géographique du Karabakh d'Azerbaïdjan, et les territoires que l'Azerbaïdjan donc a repris, en fait c'est l'ensemble, c'est-à-dire que Bakou a repris le contrôle sur l'entièreté de son territoire internationalement reconnu, mais en chassant tous les Arméniens. C'est-à-dire un régime qui est un régime autoritaire très répressif et qui est structurellement arménophobe, qui vraiment, dans son expression, dans les manuels scolaires, dans les musées, qui diffuse une arménophobie et qui accuse les Arméniens d'avoir commis un génocide contre les Azéris dans les années 20. Donc, ce qui est évidemment douloureux pour les Arméniens qui, eux, ont subi un génocide en 1915 qui est étayé par la recherche historique. Ce qui ne veut pas dire que les Arméniens n'aient pas commis de violence contre les Azéris, il y en a eu. D'ailleurs, sinon il y aurait peut-être plus d'Arméniens ou il y en aurait moins. Mais
la question du mot génocide, elle est explosive, elle est extrêmement sensible dans ces histoires très chahutées, très traumatiques. Et Bakou n'hésite pas à brandir le mot génocide pour mentionner des épisodes de violence commises par les Arméniens contre des Azéris dans les années 20, il y a donc un siècle. Toujours est-il que, donc là vous avez sur cette carte ce qui a été l'issue de la guerre de 2020, et là vous avez l'issue de la guerre de 2023, c'est-à-dire plus d'Arméniens en Azerbaïdjan. Ils ont tous été chassés. Vous avez vu ça il y a 9 mois dans les médias, les voitures, les files de voitures qui quittaient donc le Haut-Karabakh, qui en arménien c'est dit Artsakh, qui mettaient très longues heures voilà, à faire ce petit morceau de corridor, de route, parce que d'abord il y avait des contrôles partout là pour quitter. Et puis, c'est une route montagneuse, et puis il y avait évidemment énormément, 120 000 personnes, donc des voitures et des voitures et des voitures. Il y a eu des décès en route de personnes âgées qui n'ont pas survécu à cet épisode. J'ai une doctorante qui s'appelle Anita, vous avez parlé de mes doctorantes, donc je rends hommage au travail de mes doctorantes. J'ai une doctorante qui s'appelle Anita Kachaturova, qui a publié plusieurs articles sur vie et mort du Haut-Karabakh, et j'en ai publié un aussi dans Esprit sur ce qui s'est passé entre 2020 et 2023 avec 2 collègues dans un numéro d'Esprit, je crois du mois de janvier, si vous voulez approfondir. Donc on voit bien qu'il y a une dimension interethnique à ces conflits, il y a vraiment une dimension post-soviétique, c'est-à-dire ces pratiques d'apprentis sorciers dans les années 20-30, il y a un siècle, d'encastrement de territoire, ont conduit directement à ces volontés d'émancipation d'un niveau par rapport au niveau supérieur. Et donc si on revient à la question, ou si on passe à la question de la Géorgie, là encore très rapidement, on a, alors là j'ai mis guerre de 2008, là encore j'ai fait tout ça vraiment en accéléré au niveau de décennies que nous devons parcourir, mais il y a évidemment tout l'épisode des guerres des années 90, donc je reprends la carte qui est celle de ici. Que sont ces territoires orange? Eh bien, ce sont des conflits un petit peu du même type que le conflit du Haut-Karabakh. C'est-à-dire, ce sont au moment où les Géorgiens demandent leur indépendance, eh bien, les territoires du niveau inférieur s'inquiètent et disent « mais nous aussi les Abkhazes, nous voulons avoir notre souveraineté. Et nous aussi les Ossètes. » Et alors les Abkhazes commencent à écrire un récit nationaliste pour contrer le nationalisme géorgien. Donc on a effectivement des récits nationalistes qui s'affrontent et qui s'opposent, avec les Abkhazes qui rappellent que non seulement au XIXe siècle ils ont subi des violences de la part de l'Empire tsariste, mais qui surtout se concentrent sur ce qu'ils considèrent comme une domination géorgienne. Ce qui a fait dire d'ailleurs, par exemple, à Andrei Sakharov que la Géorgie soviétique était un mini-empire qui avait dans son territoire des peuples non géorgiens qu'elle administrait. Et ce qui fait dire à des Abkhazes qu'ils sont la colonie de la colonie. Donc vous voyez, on retrouve cette question des emboîtements coloniaux, comme ça par étage. Et donc il y a un conflit osséto-géorgien entre 1991 et 1992. Il y a un conflit abkhazo-géorgien entre 1992 et 1993. Et dans ces conflits, dans lesquels, contrairement aux 2 guerres de Tchétchénie, la Russie n'est pas un belligérant direct, elle est malgré tout présente et influente. C'est-à-dire qu'elle soutient un petit peu en sous-main les territoires séparatistes, comme on le verra en 2014 avec les territoires séparatistes d'Ukraine et a fortiori en 2022. C'est-à-dire au fond une politique russe qui réactualise un certain nombre de dynamiques d'empire en essayant de diviser pour régner et en soutenant des territoires séparatistes, on pourrait dire du niveau 3, pour fragiliser ce qu'on appelle les parent states dans la littérature anglo-saxonne, les États parents, c'est-à-dire la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Moldavie, qui ont obtenu leur indépendance et qui, pour certains d'entre eux, ont une
un tropisme plutôt pro-occidental, pro-européen, pour certains pro-OTAN, ce qui déplaît profondément à Moscou, comme vous le savez. Et donc, Moscou n'est pas belligérant direct dans les 3 conflits du Caucase du Sud, Abkhazie, Ossétie du Sud, Karabakh, mais est présente. Parfois, elle soutient un peu des deux côtés, d'ailleurs, en alternance. Enfin voilà, c'est un petit peu du coup un pompier pyromane qui, au moment des cessez-le-feu, s'impose comme le médiateur en chef, ce que M. Poutine a voulu à nouveau essayer de montrer en 2020 avec la guerre du Haut-Karabakh. Donc officiellement, la Russie devient un artisan de paix parce qu'elle met les belligérants autour de la table, mais dans la réalité, en même temps, elle soutient toujours un peu plus les forces séparatistes que les États nouvellement indépendants qui ont le mauvais goût, d'après Moscou, de regarder vers l'Ouest et donc de s'émanciper précisément de cette histoire d'empire. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair, comme disait, il y avait un livre sur le Proche-Orient, un roman policier, où on voit au tout début un conférencier qui raconte le Moyen-Orient, puis à la fin il dit si vous avez tout compris, c'est que j'ai très mal expliqué. Parce que j'ai pas terminé complètement, mais on peut s'arrêter là et passer aux questions parce que j'ai été trop longue, je suppose. Et c'est comme vous voulez. J'ai terminé. On passe aux questions. Alors moi je veux bien de l'eau par contre, parce que je ne sais plus quel était mon verre. Conflit gelé avec des États de facto pendant des années, et cela reste gelé avec des troupes russes qui sont présentes. Le Haut-Karabakh est resté un conflit dit gelé entre 1994 et 2020, puis après il y a eu cette résolution, si on peut dire, mais par la force et la violence, avec la suppression de cette entité arménienne et l'expulsion des Arméniens. Et puis si on déplace un petit peu le curseur, on voit que cette technique, elle s'est aussi dupliquée ailleurs. En Transnistrie, ici, sur le territoire de la Moldavie indépendante, et puis après 2014, la Crimée, le Donbass, et puis après 2022, comme vous le savez, l'invasion massive de l'Ukraine a fait qu'on a 19% du territoire ukrainien qui est aujourd'hui sous contrôle russe, avec une guerre qui continue très violente, comme vous le voyez encore ces derniers jours et ces derniers temps, à Kharkiv et dans tout l'est de l'Ukraine. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement en termes de tendance ? L'invasion massive de l'Ukraine de 2022, elle a fait bouger les lignes à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, bon, déjà, il y a toute l'horreur de cette guerre ajoutée à l'horreur des autres guerres. Je n'ai pas donné les chiffres des morts, j'ai parlé de dizaines de milliers de morts tchétchènes. Il y a eu au Karabakh 18 000 morts. Il y a eu en Abkhazie, très probablement, parce que vous savez que les comptabilités macabres des guerres, ce sont des travaux d'historiens minutieux qui vont encore prendre des décennies, mais très probablement 10 000 morts en Abkhazie. En Ossétie du Sud, très probablement 4 000 morts. Voilà. En Ukraine, la comptabilité macabre, elle était de 13 000 morts entre 2014 et 2022. On n'en parlait presque plus, mais c'était déjà 13 000 morts qui se répartissaient entre séparatistes, combattants ukrainiens et civils. Et depuis, on a à nouveau très probablement plus de... Alors, c'est ce que dit l'ONU, c'est plus de 10 000 morts civiles, mais avec Mariupol, c'est probablement beaucoup plus. Et les pertes de combattants sont abyssales. Et les Ukrainiens ne donnent pas le chiffre exact de leurs pertes. Côté russe, on parle de 1200 morts par jour, c'est ce que dit l'armée britannique. Et donc, on est dans sa comptabilité, là encore, on ne peut pas tout vérifier, on ne le saura que dans 50 ans ou dans 100 ans, mais on serait peut-être à 500 000 morts russes depuis le 24 février 2022. Donc, il y a évidemment toute cette dimension macabre et les conséquences, bon, avec toutes les autres séries de conséquences, bien sûr, les invalides, les champs minés, les destructions, les enfants déportés, comme vous le savez, d'Ukraine vers la Russie. Donc là, je m'éloigne un peu du Caucase, mais c'est en fait un arc de crise qui est un système de sécurité, en quelque sorte, comme on dit en sciences politiques. C'est-à-dire que forcément, tous ces conflits ont des liens. Même s'ils ne sont pas mécaniquement interdépendants de façon systématique, en même temps, il y a ce pôle russe et il y a des déclinaisons de ce que je disais au début, de cette compulsion de répétition impériale russe qui souhaite empêcher
le désarrimage de certains territoires vers l'Europe. Et puis, il y a les dynamiques locales aussi. Il ne faut pas non plus tout attribuer, bien sûr, à la grande géopolitique. Il y a aussi les dynamiques locales, historiques, comme j'ai essayé de le dessiner rapidement. Alors, sur les lignes qui bougent, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement? On a en fait, et ça pourrait paraître un petit peu contre-intuitif, c'est que pendant des années, on a parlé d'une croix caucasienne, avec une sorte de solidarité entre Moscou, Erevan, Téhéran, c'est-à-dire une espèce d'axe Russie, Arménie, Iran, avec l'Arménie comme étant la protégée de la Russie, ce qui est une histoire très ancienne. À l'époque ottomane, à l'époque du génocide des Arméniens en 1915, enfin, historiquement, l'Arménie chrétienne a davantage bénéficié d'un soutien de la part de l'Empire tsariste, même si c'était parfois un cadeau empoisonné ou très ambivalent, ce qu'on a revu ces dernières années avec le rapport très très froid de Vladimir Poutine vis-à-vis de Nicole Pachinian, mais il y a quand même cette idée que l'Arménie est mieux protégée par les Russes que par les Turcs, qui exterminent les Arméniens en 1915. Eh bien, les choses ont bougé. Et vous l'avez vu avec la guerre du Haut-Karabakh en 2020, comme je le disais, et du fait que Nicole Pachinian soit arrivée au pouvoir en Arménie à la faveur d'une révolution de velours qui a renversé des oligarques corrompus arméniens de l'ancienne élite qui étaient très soutenus par Moscou, ça fait que M. Poutine n'aime pas du tout Nicole Pachinian. Et on le voit bien, la protection russe, elle est sinon nulle, en tout cas très lacunaire et assez tortueuse, fourbe et pas fiable. Et on l'a bien vu, les Arméniens n'ont pas été protégés ni en 2020 ni en 2023 par Moscou. Moscou a imposé un cessez-le-feu le 9 novembre 2020, mais les attendus du cessez-le-feu sont très défavorables aux Arméniens d'Artsakh, et la collusion entre Moscou et Bakou est très importante. Vente d'armes par Moscou à l'Azerbaïdjan, complicité, connivence, proximité des types de régimes très répressifs, très autoritaires, contre une Arménie démocratique qui se heurte à un certain nombre de problèmes structurels, mais qui malgré tout est un pays ouvert et démocratique. Et donc là, on a quelque chose de contre-intuitif par rapport à ce que c'était cette croix caucasienne, Moscou, Erevan, Téhéran versus Bakou, Tbilissi, Ankara, éventuellement Washington, enfin, c'est-à-dire un arc occidental ou pro-occidental avec l'évacuation du pétrole, l'évacuation des hydrocarbures de Bakou vers l'ouest, sans passer par la Russie, ce qui avait rendu Moscou, mis Moscou en colère. Donc ça, c'est un des changements importants, avec le fait aussi que la Russie, étant très occupée en Ukraine, a perdu en partie la main sur le Caucase du Sud, mais tente de la reprendre. Et c'est pour ça que j'ai parlé du cas test de la Géorgie aujourd'hui, et que j'ai mis quelques photos qui en diront peut-être plus que de nombreux discours. C'est que donc, Vladimir Poutine et Ilham Aliyev sur la photo en bas à gauche, c'est effectivement cette alliance entre la Russie et l'Azerbaïdjan qui, d'une certaine façon, étrangle l'Arménie qui n'a pas de ressources, qui se dépeuple et qui vient de devoir donc accueillir des dizaines de milliers de réfugiés, donc qui est aussi aux prises avec cette question-là dans un territoire peuplé de moins de 3 millions d'habitants. Il faut le rappeler, c'est un tout petit pays en termes démographiques, pas en termes de culture bien évidemment, mais en termes démographiques. L'autre photo en haut à droite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de cet oligarque géorgien Ivanishvili, qui depuis 2012, que ce soit de façon assumée ou de façon cachée en coulisses comme cardinal de l'ombre, dirige la Géorgie, et de plus en plus dirige, si je puis dire, et oriente la Géorgie vers la régression antidémocratique et vers la transition autoritaire. Et on l'a vu ces derniers jours avec l'adoption de la loi sur les agents étrangers, qui s'appelle loi sur la transparence, mais qui en fait a pour conséquence de laminer la société civile démocratique dont les financements arrivent de ministères, d'États membres de l'Union européenne ou de fonds européens ou des États-Unis, etc., et qui sont en faveur des valeurs libérales.
eh bien cette loi, elle est en train d'étrangler en fait cette société civile géorgienne démocratique. Et on a un divorce très important entre le pouvoir à Tbilissi, le rêve géorgien, qui est vraiment pro-Moscou et qui ne soutient pas les sanctions contre la Russie, qui accuse l'Ukraine d'être responsable de ce qui lui arrive, de la guerre, etc. Et donc Ivanishvili, le cardinal de l'ombre, qui opère la dérive autoritaire de la Géorgie contre 80% de la société géorgienne qui veut un rapprochement avec l'Union européenne. Donc qu'est-ce qu'on dit en conclusion ? En conclusion, on dit que c'est sûr que l'issue de la guerre en Ukraine va évidemment déterminer l'avenir de l'Arménie, de la Géorgie notamment, par rapport à leur dynamique et par rapport à ce que les sociétés essayent de construire, puisque si l'Ukraine est défaite, eh bien, ça veut dire que Moscou peut poursuivre son travail d'influence sur la Géorgie et sur l'Arménie, qui est très facile à avaler, qui est très très peu donc résiliente et résistante par rapport à la puissance russe. Voilà, c'est un point évidemment d'attention. Et dernier point d'attention et intéressant en revenant à la question tchétchène et du Caucase du Nord, c'est le fait qu'il y a eu donc 2 guerres d'indépendance tchétchènes contre Moscou, et 2 répressions moscovites, mais avec une première guerre vaincue par les Tchétchènes et une deuxième guerre perdue par les Tchétchènes, donc c'est pour ça qu'ils sont dans la Fédération de Russie. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte de déménagement de la guerre et de cette question tchétchène coloniale sur le terrain ukrainien, avec des Tchétchènes qui se battent en faveur de Kiev, pour l'Ukraine, qui sont en fait des Tchétchènes qui sont les indépendantistes, et des Tchétchènes envoyés par Kadyrov qui se battent pour Moscou, au nom de Moscou, etc. Et donc ça fait une sorte comme ça de condensé, de théâtre miniature, en quelque sorte. La question tchétchène se délocalise et déménage. Voilà un petit peu sur les questions des grandes lignes. Hein. Et c'est ici que j'aurais dû vous parler du Proche-Orient. Et si vous avez tout compris, c'est que j'ai très mal expliqué. Il ne fallait pas que